Aujourd'hui, on va voir le deuxième cours, indicateurs et indices sanitaires. On a bien insisté dans la première partie que la mesure de la santé était quelque chose d'important pour pouvoir agir, pour pouvoir se situer. Donc, cette mesure est cruciale pour donc faire de la donc améliorer le système de santé et faire de la santé publique et créer des programmes et avoir des objectifs et réussir à atteindre ces objectifs. Alors concernant les indicateurs de santé, les indicateurs donnent une information sur une situation donnée ou reflètent celle-ci. Donc, ils mesurent une situation donnée directement ou indirectement. Ils mesurent une situation que ce soit personnelle ou populationnelle. Sans oublier qu'ils aident à mesurer les changements. Principe important dans la définition de la santé, on a bien dit que dans la définition de la santé, on doit insister sur la notion de évolution, changement, adaptation, puisque la santé n'est pas quelque chose de statique. Exemple de ces indicateurs, les naissances, les décès, les mouvements migratoires, l'accès à l'eau potable, l'utilisation des services de soins, etc. Cependant, et dès le départ, on cite un indicateur synthétique important qui est l'espérance de vie à la naissance, le meilleur indicateur synthétique actuel caractérisant le niveau de santé d'une population. Synthétique puisqu'il marie la natalité et la mortalité et l'espace qui est entre ces deux événements qui est plein donc de facteurs multidimensionnels qui influent sur cette santé. Les indices de santé, quant à eux, se distinguent des indicateurs par le fait qu'ils combinent des éléments dissemblables, donc composés. Ce sont des éléments composites. Ce sont des éléments donc plus complexes et multidimensionnels. Donc, et ça, la notion de multidimension est aussi une notion très importante dans la santé et dans la définition de la santé. Donc, disons que les indices, c'est un deuxième niveau de mesure, un deuxième niveau d'indicateur qui essaie de combiner plusieurs indicateurs entre eux. Les indices de santé servent à quoi? Soit à comparer des groupes à l'intérieur d'une communauté. Donc bien sûr, dans une communauté, on y a des groupes, comme par exemple des groupes d'âge, des groupes géographiques. Et ces indices servent à comparer ces groupes. Soit à établir des priorités sanitaires. Cette notion de priorisation est très importante en santé publique.
si on a plusieurs problèmes dans une population, plusieurs problèmes de santé, premièrement, il faut les prioriser, c'est-à-dire les classer selon une priorité d'action. Quels sont les problèmes qui sont les plus prioritaires et contre lesquels on doit agir avec priorité absolue, avec première priorité, si vous voulez, et les autres qui viennent après, selon un classement, donc, bien fait. Et comme on fait des priorités pour les problèmes, on doit aussi faire les priorités des solutions pour chaque problème. C'est-à-dire, pour un problème donné de santé, on va essayer de classer les différentes solutions possibles de la moins coûteuse et la plus performante à la plus coûteuse et la moins performante. Et cela, bien sûr, dépend de nos capacités, de nos capacités, surtout capacités économiques, puisque dans le domaine de la santé, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est qu'on opère dans un contexte de rareté. Un contexte de rareté, cela veut dire on a un budget donné qu'on ne peut pas dépasser, et puisque on ne peut pas dépasser ce budget, donc on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et pour un problème, on doit le résoudre avec la solution qui est la moins coûteuse et la plus bénéfique. Donc, en quelque sorte, la plus efficiente. Troisièmement, suivre l'état de santé d'une population dans le temps. Et ça, c'est la notion d'évolution, de changement, donc d'adaptation, donc ce qui est un élément important. Il faut dire que les mots indice, indicateur global et indicateur synthétique sont des synonymes, sont souvent utilisés l'un pour l'autre. Quels sont les intérêts des indicateurs de santé? Premièrement, pour dire que c'est l'outil d'évaluation de l'OMS à l'échelle internationale et on cite souvent les événements d'état civil, principalement les naissances, les décès et leurs causes. Cet outil nous permet, 1. d'orienter les programmes de santé, 2. de contrôler la dynamique démographique. La démographie, c'est-à-dire l'étude des populations est dans une relation très étroite avec la santé. En quelque sorte, les études démographiques représentent un miroir de l'état de santé. 3. Mesurer les principaux indicateurs clés en matière de santé. Indicateurs clés comme, par exemple, l'espérance de vie à la naissance qu'on a déjà cité. Mais il y en a d'autres. L'intérêt pour les individus, c'est une preuve d'identité, d'appartenance et d'âge. Bien sûr, pour bien d'objectifs, pour demander une carte d'identité nationale, pour demander un passeport, pour s'inscrire à l'école, pour protéger ses droits de propriété, pour demander des indemnisations, pour exercer son droit de vote, etc. Pour les autorités administratives locales et nationales, le registre de l'état civil, c'est-à-dire naissance et décès, sert
à calculer tous les ans le nombre de citoyens par âge et par sexe de leur unité administrative. Il sert aussi de faire des projections démographiques pour la planification future. Donc, il sert à mesurer le présent et projeter l'avenir. Il sert aussi à aider à orienter efficacement l'affectation des ressources. C'est ce qu'on a dit. La priorisation. Donc, quels sont les problèmes prioritaires qu'on va traiter et avec quelles solutions qui sont valables, les plus valables. Aussi, formuler des politiques au niveau local en vue de la planification des services de santé, l'éducation et de logement. Ici, il y a le mot clé planification. Quand on parle de planification, on parle de création de programmes, de stratégies. Et pour cela, la priorisation aussi, elle entre en jeu. Disons que la planification est un niveau plus haut que la priorisation. Elle englobe la priorisation. Aussi, traiter le problème des inégalités dues aux maladies transmissibles, aux traumatismes et aux maladies chroniques. Donc, pour les traiter, il faut avoir des données pour savoir comment les traiter. Dresser des tables de mortalité et d'espérance de vie en vue de la planification de plusieurs aspects de la santé, très important, les tables de mortalité et surtout les tables d'espérance de vie. Enfin, mesurer les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs du millénaire et d'autres objectifs internationaux de santé. La mise en place et le maintien de systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques d'état civil ne sont pas faciles et s'accompagnent sûrement de coûts. En Tunisie, c'est principalement l'Institut national de statistique qui est responsable de ce système d'enregistrement et de ces statistiques. Et bien sûr, donc, toute cette machine a un coût, donc on doit payer de l'argent pour la réaliser. Mais le fait de ne pas avoir de tels systèmes, ou d'avoir des systèmes qui ne fournissent pas de données de qualité suffisante, risque de coûter beaucoup plus cher à cause de l'inefficacité, du gaspillage des ressources. Et on ne revient pas sur les ressources, on l'a déjà cité, donc l'importance des ressources et de leur gestion, et de la difficulté d'exécuter et de contrôler les différents programmes sociosanitaires. C'est-à-dire que ce qu'on va gagner en payant pour les systèmes d'enregistrement et pour avoir les résultats statistiques et les indicateurs va nous faire gagner beaucoup plus en termes d'action dans la santé et pour la santé. On peut dire enfin que les statistiques d'état civil constituent donc la pierre angulaire des systèmes d'information sanitaire des pays. Quelles sont les qualités requises de ces indicateurs? On parle de fiabilité. Cette fiabilité est double. Elle est soit technique, soit opérationnelle. La fiabilité technique, c'est le fait que l'indicateur soit cohérent avec la situation qu'on évalue
et évoluer avec elle dans le même sens et proportionnellement. Donc, traduire fidèlement les changements de la situation qu'on analyse. Dans ce cas, l'indicateur est dit sensible et spécifique. Pour un peu expliquer cette notion de sensibilité et de spécificité, pour laquelle on va revenir, donc pour bien l'expliquer ultérieurement et dans votre formation future, la sensibilité est la capacité du test à détecter un événement, une maladie, un problème. La spécificité serait la capacité à détecter l'absence de cet événement. La fiabilité opérationnelle donne les mêmes résultats, quelles que soient les conditions d'utilisation, c'est la reproductibilité. Donc, il faut que cet indicateur donne le même résultat, quelles que soient les conditions d'utilisation, et on parle de reproductibilité, d'un observateur à un autre, et chez le même observateur d'un moment à un autre. Si on utilise un robot pour déterminer la glycémie, ce robot va donner le même résultat d'un utilisateur à un autre, et il va donner le même résultat pour le même utilisateur dans deux conditions différentes, dans deux lieux différents. Pour les mesures de fréquence générale, donc maintenant, on va entrer carrément pour détailler ces notions de indicateurs et de indices. Premièrement, il y a les mesures statiques de caractère stable. Stable dans le temps ou des mesures instantanées. Puisque c'est instantané, donc c'est stable. On cite 3 outils de mesure: la proportion ou les proportions, les ratios et l'indice et les indices. La proportion, c'est facile. Le numérateur est inclus dans le dénominateur. C'est un pourcentage. Il est utilisé soit pour un caractère stable, l'exemple, parmi 150 personnes, 75 sont de sexe masculin, la proportion de sexe masculin est égale à 50%. Soit pour des mesures instantanées. Un exemple, parmi les 1000 travailleurs examinés lors de la visite médicale périodique, 50 avaient une anémie. La proportion des sujets anémiques est égale à 50 sur 1000 est égale à 5%. La visite médicale périodique, c'est une visite médicale qui est faite dans le cadre de médecine de travail sur le lieu du travail pour détecter d'éventuelles maladies ou problèmes chez les travailleurs. Pour le ratio, numérateur et dénominateur sont des effectifs de deux modalités d'une même variable. Si on prend l'exemple précédent, parmi 150 personnes, 75 sont de sexe masculin, il y a un ratio qui est très connu qui est appelé le sexe ratio.
le nombre d'hommes sur le nombre de femmes. Donc 75 sur 75 qui est égal à 1. L'indice, c'est un rapport entre deux variables de nature différente. Exemple, nombre d'infirmiers par lit, ou bien l'indice de masse corporelle, qui est la taille sur le poids au carré. Alors, toutes ces mesures n'ont de sens que si on spécifie qui, où et quand. La population concernée, le lieu et le temps. Maintenant, on passe aux mesures dynamiques. Tout à l'heure, on a cité les mesures statiques. Maintenant, ce sont les mesures dynamiques de caractère évoluant avec le temps. Ici, on va voir la notion de taux. L'outil de mesure qu'on va étudier, c'est le taux. Les taux sont des outils pour les phénomènes dynamiques. C'est par exemple le risque de transfert d'un état sain à un état malade pour la morbidité et le risque de transfert d'un état vivant à un état décédé pour la mortalité. Et on parle généralement de taux d'incidence, N, le nombre de sujets ayant fait l'événement maladie ou décès, sur la notion de PT, c'est-à-dire personne, temps, qu'on va développer. On va prendre cet exemple. Donc, vous devez suivre donc, cet exemple étape par étape pour bien comprendre. Parmi les 10 personnes suivies pendant une année, donc on a 10 personnes qu'on va suivre pendant une année. 5 ont développé une tuberculose pulmonaire. Les délais d'apparition de cette maladie étaient comme suite. Le malade numéro 1 a contracté la maladie à 1 mois. Le malade numéro 2 a contracté la maladie à 2 mois. Le troisième malade à 6 mois. Le quatrième à 3 mois. Et le cinquième à 8 mois. Calculons l'expression PT, personne, temps, en prenant comme unité l'année, puisqu'on a dit qu'on les a suivis pendant une année. Pour les non-malades, c'est-à-dire les gens, les personnes qui n'ont pas fait l'événement, qui n'ont pas fait la maladie, PT est égal à 5 fois 1, puisqu'il y a 5 personnes qui sont tombées malades pendant la période d'une année et 5 qui ne sont pas tombées malades. Donc, pour les personnes qui ne sont pas tombées malades, c'est 5 personnes, P, fois une année, puisqu'ils ont, ils ont utilisé toute l'année sans tomber malade, donc fois 1, puisque l'unité c'est l'année. Donc la notion de P, T, P c'est 5, T c'est 1. Donc pour les non-malades, PT est égal à 5 fois une année est égal à 5 personnes année. Pour la notion de personne temps, PT pour les malades. On l'a vu donc pour les non-malades. C'est 5 personnes année, 5 fois une année. Pour les malades, on va calculer cette
cette dimension de percentage pour le premier malade qui est tombé malade à 1 mois. Donc, PT est égal à 1 fois 1 sur 12. 1, c'est un malade. 1 sur 12, c'est 1 mois sur 12 mois pour avoir l'unité en année. Pour le deuxième, c'est 1 fois 2 sur 12. Pour le troisième, puisqu'il est tombé malade à 6 mois, c'est 1 fois 6 sur 12. Pour le quatrième, c'est 3. C'est 1 fois 3 sur 12. Et pour le cinquième, c'est 1 fois 8 sur 12. Donc, on va sommer, additionner ces différentes valeurs PT pour les 5 malades, c'est-à-dire on va avoir 1 fois 1 sur 12, plus 1 fois 2 sur 12, plus 1 fois 6 sur 12, plus 1 fois 3 sur 12, plus 1 fois 8 sur 12, qui est égal à 20 sur 12, qui est égal à 1,67. Au total, le dénominateur, au total, la notion de pourcentage pour les malades est égale à 1,67 personnes année. Et au total, le dénominateur serait égal à 5 pour le PT des personnes non malades, plus 1,67 pour le PT des personnes qui sont tombées malades, ce qui donne un dénominateur de 6,67 personnes année. Maintenant, le calcul du taux devient facile. Le taux d'incidence sera de 5 personnes par 6,67 personnes année, ce qui est égal à 74,9 personnes pour 100 personnes année. Si on multiplie le rapport par 100 pour avoir le pourcent. Maintenant, on va imaginer des effectifs importants, des populations ou des grands échantillons. Vous comprenez bien qu'il est pratiquement impossible de réaliser cette procédure par personne. Dans une population de 5 millions ou de 1 million, ou même dans un échantillon de 10 000 personnes, on ne peut pas faire cette démarche par personne. Il faut bien imaginer un système de simplification. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer, donc suivez-moi bien, on va supposer que les personnes ayant fait l'événement maladie ou décès étaient réparties d'une manière homogène durant l'année, la période d'étude, et donc divisées en 2 groupes également répartis dans les 2 moitiés de l'année. Donc on a une période. Dans cette période, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait l'événement, maladie ou décès, et on va supposer que la répartition des personnes qui ont fait cet événement est une répartition homogène durant la période d'étude, durant l'année. Ce qui fait quoi? Puisque c'est homogène, on va avoir le même nombre dans la première moitié de la période que dans la deuxième moitié de la période. Ce qui nous va amener à faire une autre constatation. Donc, puisqu'il y a le même nombre de personnes ayant fait l'événement dans la première moitié et dans la deuxième moitié,
Et puisque la répartition est homogène, donc chaque personne ayant fait l'événement, maladie ou décès, d'une moitié, correspondrait à une autre personne symétrique de l'autre moitié, symétrique, c'est-à-dire dans le temps de survenue de l'événement. Pour une année, par exemple, si on a une personne qui est décédée à 3 mois, on va trouver une personne qui est décédée à 9 mois, puisque la moitié, c'est 6 mois. Donc, c'est une personne qui est symétrique dans le temps de survenue de l'événement. Donc, en moyenne, ces deux personnes feraient l'événement au milieu de l'année. Si l'un le fait à 3 mois, par exemple, et le deuxième le fait à 9 mois, si on fait leur moyenne, on va trouver que les deux, c'est équivaut à ce que les deux l'ont fait à 6 mois, au milieu de l'année. Et ce raisonnement, on va le généraliser à toutes les personnes qui ont fait l'événement. Donc, PT, la notion de percentant, pour les personnes ayant fait l'événement, sera le nombre de personnes ayant fait l'événement fois la moitié de la durée milieu de l'année, c'est-à-dire un demi. Fois la moitié de la durée milieu de l'année. Disons, fois la moitié de la durée de l'unité donc d'évolution ou de l'unité de mesure ou de l'unité donc de temps dans laquelle on a donc étudié ces personnes ou ce groupe de personnes. Donc, les personnes qui ont fait l'événement seraient composées de personnes de couples symétriques et ont fait l'événement de part et d'autre d'une façon symétrique de la moitié de l'année. Donc, le nombre de personnes ayant fait l'événement fois la moitié de la durée, milieu de l'année. La moitié de la durée, qui est le milieu de l'année. Donc, fois un demi. Celui qui fait à 3, il y a une personne symétrique qui fait à 9. Celui qui fait à 2, il y a une personne symétrique qui fait à 10. Ainsi de suite. De façon que lorsque chaque couple, ensemble, pour les deux de chaque couple, on aura toujours deux personnes qui ont fait l'événement au milieu de l'année, donc la moitié de la durée. Et donc, toutes les personnes étant homogènes et étant symétriques vont faire en moyenne leur durée de survenue de l'événement au milieu de l'année, au milieu de la période d'étude. Le dénominateur du taux d'incidence ou le percentant global serait égal à quoi? Au nombre de personnes n'ayant pas fait l'événement fois 1. C'est comme dans l'exemple, c'est 5 fois 1. Et plus le nombre de personnes ayant fait l'événement fois 1,5. Donc le nombre de personnes n'ayant pas fait l'événement fois 1, puisque ces personnes-là ont suivi, donc ont vécu toute la période sans faire l'événement. Donc, toute la période, c'est l'unité. Donc, fois 1. Et le nombre de personnes ayant fait l'événement, on va le multiplier par 1,5, vu le raisonnement qu'on a fait donc précédemment. Donc, ce PT
ou bien le PT des nombres de personnes ayant fait l'événement, plutôt le PT général, le PT global, serait la moyenne arithmétique des effectifs de la population n'ayant pas fait l'événement au début et à la fin de l'année. La moyenne arithmétique, c'est-à-dire, on est parti dans l'exemple qu'on a suivi de 10 personnes. On est arrivé à 5 personnes n'ayant pas fait l'événement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 10 plus 5, 15 sur 2. C'est une certaine manière pour vous expliquer donc la correction de cette démarche. Puisque le PT global est égal au nombre de personnes n'ayant pas fait l'événement fois 1, plus le nombre de personnes ayant fait l'événement fois 1,5, et on l'a bien expliqué, donc ce PT, il est égal à quoi? Il est égal au nombre de personnes de départ, plus le nombre de personnes n'ayant pas fait l'événement d'arrivée, divisé par 2. Ou encore, plus facilement, c'est l'effectif moyen de la population recensée au milieu de la période année qu'on va appeler population centre-année, PCA. Et dorénavant, dans les exercices que vous aurez à résoudre, ou bien dans les enquêtes, ou bien dans les études donc épidémiologiques, le dénominateur pour les taux pour une population, c'est la population centre-année. C'est-à-dire tout simplement, si on a une étude qu'on va faire durant l'année 2019 ou 2021, la population sur laquelle on va diviser, c'est-à-dire le dénominateur, c'est la population le 30 juin 2021 de cette année, ou bien le 1er juillet. C'est la population centre-année. Une autre méthode d'avoir cette population centre-année, c'est d'avoir la population au début de l'année et l'effectif de la population à la fin de l'année, l'effectif de la population des gens qui n'ont pas fait l'événement, et dans ce cas, on va faire tout simplement la moyenne des deux. Dans une étude pareille, il y a souvent ce qu'on appelle les perdus de vue. C'est des gens qui commencent avec nous l'étude et qui vont sortir de leur propre gré au cours de l'étude. On les appelle les perdus de vue. Les perdus de vue durant l'année d'étude seront considérés comme ayant fait l'événement au moment de leur perte de vue. Si une personne sort de l'étude à 3 mois, on va le considérer comme ayant fait l'événement, maladie ou décès, à 3 mois. Venons maintenant à la partie la plus grosse, la plus importante, c'est la classification de ces indicateurs de santé. Des indicateurs du système de santé portent sur les différentes catégories du système de santé et comprennent les catégories suivantes. Les indicateurs socio-démographiques, les indicateurs de santé
les indicateurs d'utilisation des services de santé et les indicateurs de ressources. On va commencer par les indicateurs démographiques ou sociodémographiques. Et dans les indicateurs sociodémographiques, on va commencer par les indicateurs démographiques. Et au début, on va parler des mesures de natalité. Premièrement, le taux brut de natalité. Le taux brut de natalité, c'est NNV, c'est-à-dire le nombre de naissances vivantes fois 1000 sur population centrale. Fois 1000 pour avoir 1 pour 1000. En Tunisie, ce taux de natalité en 2016 était de 19,4 pour 1000. Le taux global de fécondité, puisque la natalité, elle est bien liée à la fécondité. C'est les naissances vivantes au cours d'une année sur l'effectif des femmes âgées de 15 à 49 ans au milieu de l'année. Donc c'est toujours une notion de PCA, de population centrale. Pourquoi l'effectif des femmes âgées de 15 à 49 ans? Parce que c'est la période de l'âge où on considère que la femme est fertile. C'est la période de fertilité de la femme. Période de reproduction en quelque sorte. En moyenne, bien sûr. Donc, c'est les naissances vivantes au cours d'une année sur l'effectif des femmes âgées de 15 à 49 ans au milieu de l'année, donc PCA fois 1000 pour avoir 1 pour 1000. Et si on faisait ce taux de fécondité par âge? Comment? Le taux de fécondité par âge est le nombre d'enfants nés vivants des femmes de cet âge au cours de l'année de l'étude, l'année d'étude, rapporté à la population moyenne de l'année des femmes de même âge. Population moyenne, quand on dit population moyenne, c'est-à-dire population centrale. Exemple, le taux de fécondité des femmes de 15 à 20 ans. Donc on va prendre les naissances, le nombre des naissances. Donc, comme on a vu dans la formule, on va prendre les naissances vivantes au cours d'une année pour ces femmes âgées de 15 à 20 ans sur la population centrale des femmes âgées de 15 à 20 ans. Et on peut faire ça pour les femmes âgées de 20 à 25 ans, de 20 à 30 ans, de 15 à 25 ans. Cet indicateur, ou plutôt ce descripteur, il est un bon descripteur, cet indicateur, très bon descripteur. Pourquoi? Par exemple, des taux élevés de fécondité chez les femmes âgées de 35 ans et plus sont associés à des risques de faible poids de naissance, de prématurité, de mortalité infantile chez les nouveau-nés. Vous savez très bien que ces problèmes néonataux sont liés à un âge avancé de la femme supérieur à 35 ans. Et si maintenant, on va essayer, pour une année donnée, de synthétiser tous les taux de fécondité pour les différentes catégories d'âge. C'est-à-dire, c'est le nombre d'enfants qu'aurait hypothétiquement une femme au cours de sa vie reproductive
si elle connaissait le taux de fécondité par âge observé au cours d'une année civile donnée. Autrement dit, c'est un indicateur synthétique des différents taux de fécondité par âge chez les femmes âgées de 15 à 49 ans au cours d'une année d'études. Donc, si on revient à la diapositive précédente, le taux de fécondité par âge, on va faire cette étude du taux de fécondité par âge pour les différentes catégories d'âge, disons, on va évoluer par 5 ans par exemple, de 15 à 20, de 20 à 25, de 25 à 30, de 30 à 35, 35 à 40, 40 à 45 et 45 à 49. Et pour chaque donc, catégorie d'âge, on va faire un taux de fécondité par âge. On va synthétiser tous ces différents taux pour la même année d'études. Et on va faire sortir, avoir un indicateur synthétique, c'est-à-dire un nombre d'enfants qu'aurait apporté une femme hypothétique durant une année donnée qui aurait vécu de 15 à 49 ans. On appelle ça l'indice synthétique de fécondité, l'ISF. En Tunisie, en 2016, l'ISF était de l'ordre de 2,31. Donc, quand on dit l'ISF il est de 2,31, c'est-à-dire que la femme tunisienne en moyenne produit 2,31 enfants par année, et donc ça donne une idée sur la notion de progression de la population. Est-ce que cette population va évoluer dans le sens de l'augmentation ou de la diminution? Donc, 2,31, déjà, le nombre de, puisque le nombre d'hommes et de femmes, spontanément, c'est des donc, études théoriques, des études théoriques disent que pour avoir une population qui reste stable, il faut avoir un ISF de 2,05. Si on dépasse 2,05, c'est une population qui avance en augmentant de nombre. Et si on est en deçà de 2,05, c'est une population qui va diminuer de nombre, bien sûr, sur des centaines d'années. Ce problème existe surtout dans les pays européens. On a des chiffres qui sont de l'ordre de 1,6 à peu près, par exemple en Italie, et pratiquement dans tous les pays européens, puisque ce sont des populations vieilles, donc ils ont un indice synthétique de fécondité qui est inférieur à 2,05. Donc, c'est un indicateur synthétique très important pour évaluer la reproductibilité d'une population. Passons aux mesures de mortalité. On a le taux brut de mortalité et les taux spécifiques de mortalité. Pour le taux brut de mortalité, c'est le nombre de sujets décédés, le nombre de décès, fois 1000 sur population s'entraîner. Exemple, dans une population d'un effectif moyen PCA, attention, dans un exercice, on vous dit, on vous donne soit une population au milieu de l'année, 30 juin ou début juillet, 1er juillet, soit on vous donne les effectifs de la population début de l'année et fin de l'année, bien sûr,
fin de l'année des gens qui n'ont pas fait l'événement. Si c'est des décès, c'est évident que les décédés ne seront pas comptabilisés. Et si c'est des malades, on aura donc éliminé les sujets qui sont tombés malades pour ne citer à la fin de l'année que les sujets qui sont en bon état de santé, pour la maladie donnée, pour la maladie d'étude. Donc, revenons à l'exemple, dans une population d'un effectif moyen PCA égal à 5 133 580 personnes, il y a eu 32 855 décès. Le taux brut de mortalité est égal à 6,4 décès pour 1000 personnes année. Et toujours, l'unité, c'est personnes année. Donc, décès pour 1000 personnes année. En Tunisie, le taux de mortalité en 2016 était de 5,5 pour 1000. Le taux de mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants de moins d'une année sur le nombre de naissances vivantes, fois 1000, pour avoir le pour 1000. Le taux de mortalité juvénile, c'est le nombre de décès d'enfants de 1 à 4 ans par an d'études, bien sûr, fois 1000, sur le nombre total d'enfants de 1 à 4 ans au milieu de l'année d'études. Dans le cadre des taux spécifiques de mortalité selon le sexe, le taux de mortalité maternelle, premièrement, il faut définir qu'est-ce que c'est que le décès maternel. Le décès maternel est le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse, de l'accouchement ou dans un délai de 40 jours après la terminaison de la grossesse. Quelle qu'en soit la durée ou la localisation de la grossesse, par une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite, imprévue. Donc, le taux de mortalité maternelle serait le nombre de décès maternels fois 100 000. Lorsque je dis le nombre de décès maternels, c'est toujours pour l'année d'études. Sur le nombre de naissances vivantes. C'est le nombre de décès maternels fois 100 000. Donc ici, on ne va pas les exprimer en pour 1000, mais en pour 100 000. 100 000 per 100 ans, bien sûr, puisque c'est un taux. Nombre de décès maternels fois 100 000 sur nombre de naissances vivantes. Les valeurs varient selon le pays de 10 à plus de 100 pour 100 000 naissances vivantes. Je vous remercie. On continuera avec les différents autres indicateurs la prochaine fois.